Bonjour tout le monde, bienvenue à ce balado collaboratif par Drouin Consultant. À travers cette série de balados, Drouin Consultant donne la parole à des acteurs de l'industrie de la construction pour explorer les grandes thématiques qui façonnent nos pratiques collaboratives. Je m'appelle Andréane Lavoie. Dans mon quotidien, je suis conseillère en pratique collaborative et facilitatrice de projets. Aujourd'hui, je suis votre animatrice. Donc, aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je m'entretiens avec Antoine Martin, avocat spécialisé en projets d'infrastructure chez Delegatus. Antoine il est détenteur d'une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa, d'une licence spéciale en droit international de l'Université libre de Bruxelles, ainsi que d'un MBA en gestion d'HEC Montréal. Donc, Antoine se spécialise en droit des affaires, puis il a œuvré à titre d'avocat pendant 7 années chez Infrastructure Québec, qui est maintenant connue sous le nom de Société québécoise des infrastructures. On y fera référence en tant que SQI pour la suite du balado. Depuis, Antoine a travaillé à son compte ainsi qu'au sein de cabinets tels que Sarrazin Plourde, où il a été avocat associé, avant de rejoindre Delegatus Conseil juridique, où il est actuellement. Donc, Antoine, bienvenue. Bonjour Andréane, merci pour cette belle présentation. Merci. Donc, aujourd'hui, notre thème avec toi, Antoine, comme tu le sais, c'est on discute de prévention de conflits en mode collaboratif. Mais avant de nous lancer dans le sujet, je voulais revenir sur ton expertise pour nos auditeurs. Entre autres choses, là, tes années au sein de la SQ t'ont permis de développer une expertise de pointe en droit de la construction. Est-ce que tu pourrais me parler, pour commencer, des types de projets sur lesquels tu as été impliqué? Certainement. Au sein de la SQ, en fait, quand je suis arrivé, j'ai pris la relève de deux projets qui avaient commencé, qui étaient en branle, qui avançaient, qui étaient l'agrandissement de Sainte-Justine, le bâtiment des unités spécialisées, le centre de recherche, les 4 gros bâtiments neufs qui se créaient, ainsi qu'un centre d'entretien des trains de banlieue de l'ANT à Lachine. Deux projets qui se réalisaient, c'était les deux premiers qui se réalisaient en conception, construction, financement. On appelait à l'époque le clé en main, c'est comme ça que la directive sur les projets majeurs, comme elle s'appelait à l'époque, les désignait. Donc, des projets en clé en main, en CCF, qui étaient fort intéressants, parce qu'on sortait des PPP. C'était les premiers qui se faisaient. On avait fait les 3 projets hospitaliers de modernisation des hôpitaux de Montréal, qui étaient le CUSUM, le CHUM et le centre de recherche du CHUM, pas dans cet ordre-là, mais qui avait été fait en PPP. Et pour le CHU Sainte-Justine, pour diverses raisons, on a décidé d'opter pour un mode autre, donc on était là clé en main. Donc, on travaillait ces projets en clé en main, 450 millions environ, mener tout le processus de sélection, là, de l'appel d'offres, de l'appel de qualification. Même, je suis arrivé dans quelques jours après mon arrivée, on lançait l'appel de qualification, on fait après ça mener l'appel de proposition, négocier les dérogations avec le Conseil du Trésor, parce qu'il y avait des aménagements qui étaient requis à la loi sur les contrats d'organisme public, et mener tout le processus là, de rédaction, négociation et conclusion du contrat avec l'entrepreneur qui avait été sélectionné, qui était SNC-Lavalin à l'époque. Après ça, et en parallèle, et en même temps, je faisais le projet de centre d'entretien des trains de banlieue de la Chine qui a été réalisé lui aussi par SNC-Lavalin. Donc, des projets en mode alternatif, et les premiers donc en CCF. Il s'en est plus fait beaucoup par la suite. Le prochain qui a été fait, c'était celui de la Place Belle, duquel je me suis aussi occupé pour la ville de Laval, dans un contexte particulier. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai eu quelques séances de négociation avec le DG et le DGA qui ont été cités, qui ont témoigné à la commission Charbonneau, l'avocat Pierre L. Lambert, qui était l'avocat qui représentait la ville de Laval aussi, on a travaillé avec lui à quelques reprises, puis on a pris leur relève pour venir compléter le projet. C'est pas pour dire qu'on a touché le proche, on a aidé à assainir, on espère qu'on a aidé à assainir des pratiques. Je peux vous dire que dans le projet de la Place Belle, tout ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai fait le dernier PPP qui était fait au Québec, avec donc le projet encore un centre d'entretien des trains de banlieue de l'AT, mais à Pointe-Saint-Charles, celui-là. Le dernier qui s'est fait en PPP, que j'ai mené aussi de bout en bout. Et après ça, j'ai pu assister la SQI dans la mise en œuvre de certains projets, notamment le centre de détention de Sorel-Tracy, qui construisait en PPP, qui avait été commencé sous la SIC, donc la Société immobilière du Québec, avant qu'on fusionne avec Infrastructure Québec, pour constituer la Société québécoise d'infrastructure. Une fois qu'on était fusionné, ben là, j'ai pu aider la SQI donc à terminer la construction de ce projet-là. Et quand j'ai quitté la SQI, je suis parti à mon compte et j'ai accompagné le CHUM
pour la construction de la deuxième phase du projet. On avait livré l'hôpital, mais il restait tout le bâtiment administratif, puis une série d'autres pavillons à compléter. La deuxième phase de construction du projet en PPP. Je les ai donc accompagnés, j'ai assuré avec eux l'accompagnement dans les opérations au jour le jour et l'application du contrat, la discussion de certains points d'achoppement pour essayer d'éviter que ça dérape en litige comme ça l'avait fait pour la première phase. Et en parallèle, j'ai commencé surtout dans des très gros mandats qui m'occupaient, je faisais ça en parallèle avec Sarah Claude, le remplacement de la toiture du Stade olympique de Montréal, qui était le très gros projet sur lequel j'ai travaillé, puis qui a été le premier pour lequel on a justement commencé à mettre en œuvre des principes de contrat collaboratif, les véritables principes de contrat collaboratif. On débattra de ce qui est un contrat collaboratif ou pas, là, mais on a mis l'essentiel des principes. J'aime le décrire, le contrat qu'on a mis en œuvre pour le Parc olympique, comme essentiellement ce qu'on pouvait faire de mieux dans les circonstances pour arriver à un IPD. Vraiment un contrat d'RPI. On avait des limitations parce qu'on n'était pas parti en RPI, mais on est allé aussi loin qu'on a pu avec les éléments qu'on avait en main pour s'approcher d'un contrat d'RPI. Donc voilà en gros mon expérience en construction. Vous pouvez voir, ça fait quelques années que je travaille presque exclusivement sur des projets d'infrastructure, de très gros contrats et de très gros projets. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant de discuter avec vous. Oui, on est privilégié de vous avoir. Merci. Votre feuille de route est vraiment étoffée. Puis on y reviendra au projet avec le Parc olympique. Là, c'est super intéressant. Justement, une fois qu'on constate là, que tu as été impliqué sur beaucoup de projets majeurs là, et structurants au niveau de la ville et ses alentours, là, on sait bien qu'on est heureux de te parler pour comprendre un petit peu du point de vue litige, préparation, côté donneur d'ouvrage, là, puis de plonger un petit peu dans le vécu que tu as. Je me lance sur une première réflexion. De ton point de vue, j'étais curieuse de voir en quoi les contrats collaboratifs jusqu'à présent diffèrent-ils des contrats traditionnels, si on peut le vulgariser pour nos auditeurs auditrices. Oui, absolument. Ben, ils sont fondamentalement très différents. Il faut s'entendre cependant sur une chose précise, sur ce qu'est un contrat collaboratif. Parce qu'on utilise beaucoup un nouveau mode de réalisation qui s'est popularisé, qui n'est pas fait en tant que tel un mode de réalisation, mais plutôt une adaptation contractuelle, qui est de conception, construction progressif, qui va être pris encore un peu plus loin, qui va être aménagé un peu, que la CSQ va appeler la conception, construction collaboratif, ou dans lesquels il y a un contrat essentiellement de conception-construction, somme toute classique, avec on transfère la responsabilité de la conception et de la construction à un partenaire privé quand c'est un contrat privé, et sinon à un concepteur-constructeur sinon, et pour un prix fixe. C'est le problème, et une fois que le prix est engagé, bien, il faut qu'il respecte ce prix-là, et s'il fait des erreurs, ou si l'une ou l'autre des parties fait des erreurs, bien, hop, elle est responsable, il faut accommoder l'autre. Si le constructeur se trompe, il est responsable de corriger à ses frais. Et si le donneur d'ouvrage s'est trompé, ben, hop, il doit compenser, puis on va ouvrir le contrat, puis changer le prix fixe. Mais le principe est qu'on est censé réaliser tout l'ouvrage pour un prix fixe. Donc, il y a certes des éléments de collaboration qui sont ajoutés. On fixe le prix plus tard. C'est pour ça qu'on l'appelle progressif. C'est qu'au lieu de fixer le prix au moment du dépôt d'une proposition de la signature du contrat, on signe le contrat, on fait avancer la conception, on estime ensemble, en partie, mais vient un point où le prix est fixé, on l'a à peu près entendu qu'il est fixé, et là, l'entrepreneur doit le respecter. Mais s'il ne le respecte pas par sa faute, tant pis pour lui, c'est lui qui encaisse les pertes. Ça, on tombe dans ce qu'on je me suis amusé à dessiner maintenant de schéma contractuel classique, à savoir transfert de responsabilité, transfert de risque y afférent, et surtout l'obligation de respecter un prix fixe. Quand on parle, moi, ce que j'ai en tête, puis je pense que je suis assez aligné avec notre maître à penser, Daniel Drouin, là-dessus, quand on parle de contrat collaboratif, on a plutôt en tête vraiment la réalisation de projets intégrés ou les contrats alliances dans lesquels, là, on casse tout le moule pratiquement de ce qu'on a vu dans les contrats classiques. Là, oups, comme par exemple, au lieu de traiter avec un entrepreneur qui regroupe un concepteur et un constructeur, on met toutes les parties à la table, toutes les parties qui signent. Donc, le concepteur signe le contrat, le donneur d'ouvrage signe le contrat, le constructeur aussi, et on peut insérer d'autres parties, et tous ces gens-là, donc, sont partis
au même contrat et on reviendra sur le partage des économies des passements de coûts, mais surtout, élément fondamental, il renonce à se poursuivre. Et ça, c'est la grande révolution à tous égards sur le plan juridique. Nous, les avocats, les premières fois qu'on dit ça, on dit comment? Quoi? Comment ça, on renonce à se poursuivre? C'est la base. On m'a transféré une responsabilité, je l'exécute. Si je l'exécute bien, ça va bien. Si je ne l'exécute pas, je suis responsable des dommages que je cause. C'est la base du droit. C'est la base du droit des obligations, c'est la base du droit de la responsabilité civile. Tu prends un engagement, si tu ne respectes pas, tu es responsable des dommages. Le contrat collaboratif, c'est là qu'on parle d'un contrat relationnel. Parce que là, c'est vraiment, on établit une relation entre les parties et on établit une relation où les deux rentrent dans le même sens et acceptent, concèdent à la base qu'il va y avoir des problèmes, qu'ils vont faire des erreurs. Tout ne se déroulera pas exactement comme prévu, mais peu importe, au lieu de se poursuivre, se dire ah, c'est ta faute, pointer du doigt, c'est ta faute, c'est toi qui payes, c'est de ma faute, c'est moi qui paye. C'est probablement de notre faute à nous deux, ce qui est habituellement le cas en plus. On l'analyse quand on décortique un problème, il y a toujours une part de responsabilité de part et d'autre. C'est très rare que c'est tout noir, tout blanc. Donc, les parties acceptent qu'il va y avoir des problèmes et donc, au lieu de se poursuivre, s'engagent à régler et à trouver la solution ensemble. Et donc, on ne se pose pas de questions, on prend pour acquis que, OK, oui, ça va coûter plus cher à réaliser le projet. On met des mécanismes en parallèle pour que chacun y perde ou y gagne, selon qu'on trouve ou non la bonne solution. Et on partage les risques, selon l'essence du partage de risques, plutôt que de les transférer à l'une ou l'autre des parties. C'est comme ça que je le distingue et que je le vulgarise, comme tu disais. Là, quand je dis vulgariser, je veux dire, il faudrait que je rende ça plus simple, pas plutôt que de mettre des jurons et des gros mots dans la description. Pardon. Pardon. Donc, c'est ça, la distinction fondamentale est celle-là, c'est qu'on s'entend, on renonce à se poursuivre à la base. Il y a des Anglais qui le résument avec la culture no blame, no claim, à savoir qu'on ne s'impute pas de blâme, on ne cherche pas à savoir qui est responsable, on ne se réclame pas, quoi que ce soit, des conséquences. Arrive quelque chose, on le règle ensemble. Le donneur d'ouvrage paye ce que ça coûte, puis on règle ailleurs, puis on assume ailleurs les conséquences, et on partage ailleurs les conséquences de ces erreurs. Donc, la différence fondamentale, elle est là, dans le droit classique, dans le schéma contractuel classique, les contrats habituels. Chacun a sa responsabilité, a la responsabilité ferme de respecter ses engagements. S'il ne le fait pas, s'il y a quelque anicroche que ce soit, il est responsable des conséquences, alors que dans un contrat que j'aime m'appeler collaboratif, relationnel, ben là, au contraire, on partage ces risques-là. Ça nécessite toutes sortes d'adaptations, évidemment, desquelles on aura l'occasion de discuter. Là. Mais c'est la différence fondamentale et la révolution dans ce domaine-là. Puis l'expérience démontre déjà que ça apporte des résultats absolument spectaculaires là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment... cette petite intro, je me suis un peu étendu peut-être, mais je pense que ça résume bien. Non, c'est une très bonne explication là, des nuances entre les deux modes. Puis comme pour emprunter le mot que tu viens d'employer, c'est une sorte de révolution littéralement là, dans les façons de fonctionner. Est-ce qu'on peut explorer ensemble au niveau de la prévention des litiges, quel type de manière ou de méthode ou de clause utilisez-vous pour la résolution de conflits là, afin de prévenir des litiges dans un mode collaboratif versus autrefois les modes traditionnels? En fait, à la base, le mode collaboratif vise à, il y a un premier engagement de part et d'autre à limiter les litiges. Les litiges, habituellement, surviennent quand et qu'est-ce qui les motive? C'est que tout à coup, on se rend compte qu'il y a soit quelqu'un qui a un peu mal exécuté son obligation et que ça va lui coûter de l'argent, ou tout à coup, ça va entraîner un retard et on va savoir à ce moment-là, ça va coûter de l'argent à quelqu'un. Donc, là, on se bat pour savoir qui est-ce qui va payer pour. Essentiellement, si l'entrepreneur, il perd, son réflexe cohérent, on va dire, tiens, ça va me coûter plus cher. Est-ce que c'est vraiment seulement de ma faute ou est-ce que je peux tenter d'en imputer la faute au donneur d'ouvrage? Puis inversement, le donneur d'ouvrage, quand il voit que son entrepreneur est en retard, il dit, ben tiens, je vais t'imposer des pénalités ou il faut que tu accélères. Puis il faut que tu accélères. Non, c'était de ta faute, donc c'est toi qui payes, c'est pas moi qui te paye. On ne change pas mon prix. On ne change pas le prix. Donc, quand il est question d'argent, c'est ça qui
crée des grands conflits. Ces conflits-là viennent beaucoup, à mon sens et dans mon expérience, la plupart du temps, de précipitation. C'est ce que j'aime dire. Moi, je dis, il y a un projet qui est un peu mal ficelé, ça mène toujours à des enjeux, des exigences mal formulées, une mauvaise compréhension de l'étendue des obligations ou des surprises, quelles qu'elles soient. Là, arrive une surprise. Ah, est-ce que tu devais le savoir? Est-ce que j'aurais dû te le dire? S'obstine sur des faits qui n'étaient pas connus, sur un manque d'information. Les contrats collaboratifs, par toute la façon dont ils sont montés, quand on établit le prix ensemble, carte sur table, à livre ouvert, comme on aime le dire, où tout le monde se partage toute l'information sur laquelle il fonde son estimation de prix, ça détermine l'estimation du prix. Déjà là, on élimine énormément de sources potentielles de litige, comme on l'a fait ensemble. En plus, puis après ça, quand on pousse l'exercice à estimer ensemble et à évaluer et quantifier les risques qu'on voit dans la réalisation du projet, on élimine encore aussi toute une paquet de sources potentielles de conflits. Donc, le contrat, sans qu'il y ait des clauses spécifiques, toute la façon dont il est structuré et conçu et envisagé est orienté pour limiter les sources possibles de mésentente, de conflits, de mauvaise interprétation, d'ambiguïté, des sources habituelles de friction entre les parties. Au-delà de ça, je l'ai dit au départ, un véritable contrat collaboratif, il y a de toute manière une clause par laquelle les parties renoncent à se poursuivre. Donc, les différends, en tant que tels, comme on les entend, les litiges, comme on les entend, normalement, il n'y en a pas. On exclut évidemment toujours certaines situations particulières. Évidemment, si le donneur d'ouvrage ne paye pas ne paye pas les entrepreneurs ou ses co-contractants, là, il y a quand même tout, on va vouloir collaborer, mais collaborer à ne pas être payé, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quelques trucs comme ça, quelques droits qu'on va se retenir ici et là, ou quand on est plus dans le comportement, puis presque de la faute volontaire, de la faute intentionnelle des parties pour continuer à se poursuivre. Mais sinon, on ne se poursuit pas. Tout ça, c'est bien beau. On n'est quand même pas dans un monde délicat. Il va y avoir des enjeux. Je me suis inspiré d'ailleurs, je fais un petit saut dans le contrat du Parc olympique, où c'était tout nouveau, cette notion-là. Au début, on parlait de différents exclus pour tenter de traiter ça. Puis éventuellement, je me suis inspiré du contrat d'alliance de la réflexion des Union Station, de Daguerre Union à Toronto, qui est un modèle là-dedans, qui est très utilisé, qui est très suivi, là, qui est un contrat d'alliance, mais ils ont tout un issue resolution mechanism. Donc, issue versus dispute. C'est un dispute qui est vraiment le litige ou le différent. Puis issue, que j'ai traduit librement par enjeu. Et donc, il y a deux régimes distincts, un régime de traitement des différents, qui sont vraiment les quelques situations dont je parlais tantôt, qui sont exclues pour lesquelles les parties peuvent encore se poursuivre. Il peut y avoir une négociation au moment de préparation du contrat, de voir si on en met plus ou moins, mais la tendance est d'en mettre très, très peu de différents comme ça pour lesquels on peut se poursuivre. Et sinon, tout problème d'interprétation, d'application du contrat devient un enjeu. La structure de gouvernance des modes collaboratifs est généralement faite en sorte qu'il y a très, très peu, il devrait rester peu d'enjeux qu'on n'arrive pas à résoudre. Oui, parce qu'on travaille au fur et à mesure de la conception à développer le projet ensemble. Donc, quand enjeu il y a, résolution se fait au fur et à mesure. Et ça, c'est la même chose d'un point de vue légal. C'est ça, juridiquement, c'est conçu comme ça. En fait, que les parties, toute la structure de gouvernance fait partie, à mon sens, donc, de ce règlement, de cette prévention des litiges-là. Une ancienne collègue disait ça, qu'elle considérait que les contrats collaboratifs, c'est un nouveau PRD là, pour prévention, résolution des différends. C'est une interprétation qui est intéressante, en fait, de voir que tout est mis en place pour qu'on discute des problèmes. Tout le monde est à la table, tout le monde en discute, tout le monde en parle, et on tente de trouver ensemble la meilleure solution. La structure du contrat où on ne se poursuit pas, puis on partage les économies et les dépassements de coûts s'ils doivent arriver. Parce que vous avance un peu, là, je présume que les gens ont cette connaissance-là, c'est l'autre grand aspect des contrats collaboratifs. Parce que on peut plonger là-dessus. Oui, on reviendra. C'est un point très intéressant. C'est l'effet corrélatif, en fait, de la renonciation à se poursuivre. Puis c'est exprimé comme ça dans justement le contrat de Union Station, qui l'exprime très bien. J'essaie de le reprendre dans les contrats que dis-je moi. La façon dont on se dit, on renonce à se poursuivre, on règle tout ça avec le mécanisme
de partage des économies et des dépassements de coûts. Où on s'entend, on dit, c'est comme ça. Au lieu de se poursuivre, on se dit, tiens, on va trouver les solutions ensemble, et en trouvant les solutions ensemble, ça risque de mener à des économies, puis on va partager les économies. Puis si on se trompe tous ensemble, ça va tous nous coûter plus cher ensemble. Oui. Donc, l'idée Alors, est un pour tous, tous pour un. Et vas-y. Pour le bénéfice de nos auditeurs, je récapitule. Donc, si on comprend bien, le contrat collaboratif, vraiment, le donneur d'ouvrage et tous les équipiers principaux, donc architectes, entrepreneurs général, ingénieurs X, structure mécanique, électrique, tout le monde est dans un même contrat, renonce à se poursuivre et légalement ont des dispositions qui sont établies en début de projet par un comité de direction, où est-ce que les directeurs des entreprises s'entendent à travailler en partage d'informations pour l'estimation puis la préparation du projet tous ensemble, conception. Puis ensuite, il y a un mécanisme qui est prévu d'avance au niveau du partage d'économies et des pertes potentielles. Donc, j'aimerais t'amener là, si tu le permets. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue de cet élément de partage de ce qui peut être un bénéfice ou de ce qui peut être une perte si jamais l'équipe ne parvient pas à répondre aux objectifs du projet ou à livrer selon le budget qu'ils ont entendu ensemble, chose qui peut arriver, je présume. Oui, bien sûr. C'est assez peu souvent, puis ça, l'expérience démontre qu'au contraire, généralement, on réussit plus à réaliser des économies, on réalise des projets plus vite qu'on l'avait même anticipé. En effet, les parties conviennent au départ. Ça, il faut faire un petit peu en arrière. On a parlé déjà de l'estimation du projet. Il y a toute une phase au cours de laquelle les parties ensemble estiment le projet. On en a parlé, on estime les coûts de construction, on identifie, et on quantifie les risques et l'impact qu'ils peuvent avoir, puis quelles réserves on doit se mettre pour pallier ces risques-là quand ils surviendront. Et tout ça nous donne un prix ou un coût qu'on s'amuse à appeler le coût cible. On veut bien le distinguer, justement, on ne parle pas de prix. J'aime bien m'éloigner de. Le réflexe, c'est de parler de prix, mais un prix, par définition, normalement, c'est un montant fixe qu'on va payer. Quand on fixe le prix de quelque chose, ça coûte ça, ben on ne paye pas plus, on paye pas moins, on paye le prix. C'est ça, c'est la valeur qu'on lui donne. Ici, on établit un coût cible pour la réalisation du projet. On pense que ça va coûter tant. On a estimé les coûts de construction, on estime l'effet des risques, on se met une réserve pour la survenance des risques, pour pallier ces risques-là quand ils vont arriver, et hop, on arrive à un coût cible pour la réalisation du projet. Il est essentiel de noter que cette estimation-là exclut toute forme de profit. Les parties prenantes n'incluent pas dans cette estimation du coût cible leur profit. Et c'est là qu'on va parler d'un profit qu'ils mettent à risque. On s'entend, ils nous établissent, voici, moi je m'attends à faire 10 de profit, on va simplifier, puisqu'il est généralisé, 10 de profit sur la réalisation du projet. Ces 10 %-là vont être calculés essentiellement soit sur, il y a toutes sortes de façons de le calculer, on ne rentrera pas dans les détails, mais sur les coûts qui vont encourir et sur les risques ou pas, il y a divers mécanismes, mais conceptuellement, disons 10 % un pourcentage du coût cible pour chacun des intervenants. Et cette somme-là, elle va leur être versée si on respecte le coût cible. Si à un moment du coût cible, le projet se réalise, on se rend compte qu'on respecte le coût cible. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas respecter le coût cible? Ça, c'est une autre des révolutions par rapport à un prix forfaitaire pour la réalisation du contrat. Tous ces contrats-là collaboratifs sont réalisés sous la forme de coûts majorés. À savoir que le donneur d'ouvrage paye les coûts véritablement encourus, les sommes qui ont été véritablement dépensées, qui ont été véritablement engagées par les divers intervenants, sont payés au fur et à mesure, sans se poser de questions, pour peu qu'elles se rapportent au projet, là, on s'entend. Évidemment, toutes les sommes qui sont réalisées, si on achète des matériaux, si on paye des salaires pour travailler sur le chantier, et autres, si on travaille plus d'heures, moins d'heures, pas grave, on paye. On paye ce qui est là, on supervise, on s'assure qu'il n'y a pas d'abus. Mais globalement, c'est assez simple à réaliser comme exercice. On valide les sommes qui ont été dépensées au fur et à mesure du projet et le donneur d'ouvrage les paye intégralement, sans profit. On exclut le profit, la facturation est faite comme ça tous les mois. Mais ça veut dire qu'on paye ce que ça coûte véritablement pour réaliser le projet jusqu'à la fin de sa réalisation.
Et c'est là que le coût cible intervient. On va avoir payé donc un coût réel, puis on voit donc, on fait la somme, on additionne tout ça en bout de ligne, puis dire, est-ce que tout ce que ça nous a coûté, c'est plus ou moins que le coût cible? Et à partir de là, on détermine si le coût réel de réalisation est inférieur au coût cible. Formidable, on verse aux intervenants le profit qu'ils avaient réservé, ou qu'on avait établi, qu'on avait calculé, on le reverse en entier. Et là, on partage en plus avec eux les économies, soit la différence entre les coûts réels qui sont avérés plus bas que le coût cible. Donc, pour le donneur d'ouvrage, qui t'attendait à payer 200 millions pour ce projet, s'il en a coûté 190 à réaliser, ben, parfois, ça coûte 10 millions de moins. Au lieu qu'il soit seul à bénéficier de ces 10 millions d'économies, on va en partager une portion avec les autres intervenants du projet. Donc, il y a tout intérêt que tout le monde a largement intérêt à ce que le projet soit moins cher que le coût cible, puisque tout le monde y gagne. On dépense moins et les intervenants à la fois récoltent la totalité du profit qu'ils avaient espéré réaliser sur le projet, calculé d'ailleurs sur le montant initial, et rajoutent du profit avec un partage des économies. À l'inverse, si on dépasse le coût cible, s'il s'avère que le coût réel, on a payé tout le monde, ça a coûté en bout de ligne plus cher que le coût cible. Mais là, c'est là qu'on dit qu'il y a un partage des dépassements de coûts avec les diverses parties prenantes. Parce que pour la partie de donneur d'ouvrage, lui, il a déjà payé plus que ce qu'il s'attendait à payer. Mais là, quand la portion qui dépasse, chaque entrepreneur paye, ou chaque partie prenante, les autres co-contractants, finit par perdre, voire une part de son profit diminuer, pour compenser ces dépassements de coûts-là. Donc, on voit l'incitatif est assez clair à tout le monde à œuvrer et à trouver des solutions pertinentes pour respecter le coût cible. Et on s'assure de ça comment? En ayant estimé ensemble et établi ensemble le coût cible. Donc là, tout le monde sait dans quoi il s'embarque, tout le monde a l'information qu'il fallait, on a mis les réserves qu'il fallait, tout le monde est à l'aise, tout le monde signe avec son sang. Oui, je suis capable de réaliser le projet à ce prix-là. Et le donneur d'ouvrage, lui, dit de son côté, j'ai le budget pour réaliser le projet à ce prix-là aussi. Donc, tout le monde est d'accord, on se lance. Donc, déjà, on maximise les chances de. Et là, en cours de réalisation, c'est là qu'on fait le lien avec. Et tout le monde est à l'aise de fonctionner comme ça parce qu'on a accepté de ne pas se poursuivre. Et on renonce à se poursuivre. De sorte que si un entrepreneur, s'il est en retard, puis il voit qu'il va être en retard, puis regarde, ça va faire dépasser le coût cible, qu'est-ce qu'il va y perdre? Il va y perdre une part de son profit. Si vous souvenez bien, moi, je l'ai dit, on paye, je précisais qu'on, le donneur d'ouvrage, il paye toujours tous les coûts qui sont encourus. Tout ce que ça coûte, véritablement, il paye les factures, c'est tout. Donc, l'entrepreneur, il sait que s'il s'est trompé et qu'il est en retard, il ne va pas tout perdre. Avec un prix forfaitaire, c'est oups, s'il a prévu 200$ ou 200 000 pour un élément, je veux un petit buffer de 10%. Donc, ça devrait coûter 200. J'ai 220 000 à consacrer à une activité. Si elle coûte 250, ton prix, tu as estimé 220, c'est attendu à 220, si ça coûte 250, tu peux à 30 000. Alors que dans notre modèle, tu perds juste la portion de profit là-dessus, si tenté qu'en bout de ligne même, ça a dépassé le tout. Donc, ce mécanisme-là fait en sorte que tout le monde est fortement encouragé, lorsqu'il faut trouver une solution à un problème, à trouver ensemble la solution. Parce que tout le monde va y gagner ou tout le monde va y perdre. Exact. Donc, on fait tout ça ensemble. C'est le corollaire. On ne se poursuit pas. On choisit, on réalise tous qu'en bout de ligne, on va être gagnant. On va largement plus bénéficier de s'entendre tout de suite, faire un petit compromis, peut-être quelque chose, mais de trouver une solution tout de suite, plutôt que d'attendre, puis d'espérer qu'un juge, un jour, dans 12 ans, nous donne raison, de dire, tiens, c'est vrai que tu n'avais pas à payer ça du tout, puis on va redonner au donneur d'ouvrage de payer une pleine somme, après s'être engueulé, après avoir gaspillé une quantité folle d'énergie et de ressources à tenter de déterminer ça. Consacrons ce temps-là intelligemment à nous dire, à nous parler, en étant transparent, en disant en mettant carte sur table, disant, on s'est trompé là, il faut que je recommande telle affaire, elle va arriver à tel moment. OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aménager ce qu'on fait, on transfère d'autres activités? Les gens, c'est là que l'essence de la collaboration intervient. Le mot collaboratif, à mon sens, c'est là qu'il prend tout son sens, puis ces contrats-là sont désignés collaboratifs. On les fait ensemble. On collabore véritablement, trouver la solution. On trouve la solution ensemble. Ce n'est pas une partie qui impose à une autre. On la trouve ensemble.
C'est vraiment extraordinaire. Puis, pour le bénéfice de nos auditeurs, ce que j'entends, c'est vraiment euh, le donneur d'ouvrage qui protège la bourse ou le dollar du contribuable Mhm. participe à même que les autres entreprises à veiller sur l'intérêt du projet, à veiller sur l'intérêt du profit du projet. Puis tout le monde participe de part égale à construire ce budget-là à la base. Puis là, au lieu d'avoir un buffer, comme tu disais, sur des postes pour se protéger, puis au lieu de tomber en mode conflit, puisque tout le monde travaille ensemble et qu'il y a une transparence au niveau des coûts, des estimés, de la conception, que tout est fait ensemble, ça doit être fort gagnant là, en fin de compte pour le dollar à investir, puis le résultat souhaité pour ce même dollar. Moins de chicanes et tout ça. Est-ce qu'il y a des éléments juridiques qui sont essentiels selon vous pour amener un bon règlement des différends quand ça a lieu ou des choses à inclure dans un contrat collaboratif comme ça là, pour éviter des litiges tout au long du projet? Oui, en effet, là, on a abordé, en fait, je me plais à dire qu'à la base, il ne reste plus beaucoup de points à régler, à mon avis. Il aurait pu rester beaucoup de points de discorde là-dedans. On a parlé donc déjà le fait d'avoir fait toute l'estimation ensemble, je viens de le rappeler, Oui. l'estimation, à la fois des coûts, des risques, d'avoir fait tout ça ensemble, d'avoir une clause par laquelle on renonce à se poursuivre. Il y a toute la structure de gouvernance du contrat qui est faite comme ça aussi, où on a des comités, habituellement, c'est des équipes de mise en œuvre du projet qu'on les appelle, des EMA, Oui, les EMOP. dans lesquels on règle tout le monde règle, c'est des types de groupes de travail, où tout le monde travaille de concert, dans lesquels les décisions se prennent de manière, soit par consensus, soit de manière unanime. Là, on peut débattre de ça, mais globalement, il faut qu'il y ait une entente commune, au moins qui se dégage au consensus. Tout le monde est d'accord avec la façon dont on veut régler un problème. Mais si on n'arrive pas, ben là, on a au-dessus de ça une équipe de gestion de projet qui pilote un peu déjà tout le projet, qui supervise tout ça, qui est Mhm. une espèce de seconde instance de discussion avec des personnes différentes de celles qui sont aux EMA, qui sont appelés à se pencher sur la question puis tenter de trouver une solution. Et si eux encore sont incapables de s'entendre, c'est peu facile, vu qu'on a une équipe dirigeante avec là, vraiment des très hauts dirigeants de chacun des intervenants qui vont se rencontrer puis vont tenter à leur tour d'aborder la question et tenter d'y trouver une solution. Donc, pour ma part, je dis qu'entre gens de bonne volonté, dans le contexte qu'on met là, si on n'est pas capable d'arriver à résoudre au sein de l'équipe dirigeante un enjeu, là, ça serait très étonnant avec tout le travail qui a été fait en fond, en plus Mhm. de préparer le projet, de discuter, tout le monde a les mêmes informations, tout le monde est transparent. Il ne reste pas grand-chose. Mais donc, toute cette structure-là, à la base, fait en sorte qu'à mon sens, il ne reste pas beaucoup d'enjeux qui requièrent, qui deviennent de la confrontation. Mais il faut quand même prévoir l'imprévisible, c'est ce à quoi on sert d'abord et avant tout des avocats. On s'amuse à ce moment-là à prévoir, où il faut prévoir un mécanisme néanmoins par lequel les parties peuvent aller chercher les conseils de tiers. Ce qu'on a mis Mhm. en place dans le contrat du Parc olympique, cet annexe-là, si je ne m'abuse, a été rendu public. Ça n'a pas été très grave. C'est le mécanisme qui est mis en place dans le Union Station. Essentiellement, c'est qu'on se met une structure à deux paliers par la suite. La façon de faire, à mon avis, la plus simple, c'est qu'on se prend un expert consultatif, puis on est Mhm. vraiment plutôt expert qu'un arbitre, même si la procédure finit par ressembler un peu à un arbitrage. On veut quelque chose de très souple, de plus souple qu'un pur arbitrage où chacun arrive avec son avocat qui respecte essentiellement les règles de Oui. procédure civile habituelles. C'est un expert qu'on choisit en fonction précisément du litige ou de l'enjeu qu'il faut trancher, qu'il faut régler. Et cet expert-là, on précise, il est consultatif. Il agit à la fois sur une espèce de croisement entre un arbitre et un médiateur. Il va il va analyser la situation. Il peut fixer la procédure selon laquelle il le fait. Il n'est pas obligé de. Il peut y avoir une plaidoirie, pas de plaidoirie, juste par écrit, plaider, pas plaider, juste des discussions informelles avec les parties. La procédure lui est laissée essentiellement à lui. Et il rend à ce moment-là son avis sur la question sous forme de recommandation. Donc, pas contraignante, recommandation qui est renvoyée à l'équipe dirigeante, qui donc se laisse un certain délai pour tenter une nouvelle fois de résoudre la question avec cette fois-ci l'avis de l'expert consultatif. Et en dernier recours, parce qu'on ne peut pas, malgré toute la bonne volonté du monde, même si ça me semble totalement improbable,
habituellement, on se met une dernière étape pour si en effet les parties n'arrivent pas d'aucune façon à s'entendre sur un enjeu. Parce que c'est la distinction qu'on a faite, tu n'as pas un différent. Parce que un différent, ça peut aller vous voyez, par les voies traditionnelles devant les tribunaux ou un arbitre pour une décision ferme et obligatoire. Donc, après avoir passé les 3 étapes de la gouvernance, l'expert consultatif qui rend sa recommandation, qui ramène ça à l'équipe dirigeante qui ne s'entend toujours pas, habituellement, on se met un dernière limite possible avec un expert. Cette fois-là, il va fonctionner un peu sur la même façon, c'est un expert différent du consultatif, qui va à son tour rendre une recommandation, mais qui cette fois-là va être exécutoire. Pour s'assurer qu'il ne peut pas rester un enjeu qui ne traîne pas et qu'on ne règle pas. Parce que ça, c'est un autre des grands problèmes des projets réalisés en mode classique, où on laisse pourrir des situations, on laisse traîner, on va régler plus tard, puis on arrive à la fin du chantier, puis c'est pas réglé, puis ça cause d'autres problèmes, puis ça pourrit la situation. C'est vrai que c'est une autre des constantes que je n'ai pas mentionné, à la fois c'est dans la structure de gouvernance et autres, puis pour ce mode de résolution des enjeux, on met des délais très serrés pour ne pas laisser traîner les jours. 5 jours ouvrables, et bon, si ça ne marche pas, on passe au palier supérieur. Si ça ne marche pas au palier supérieur, les gens ont toujours la possibilité d'étendre les délais, mais le but est vraiment de régler rapidement les choses. C'est un autre mauvais réflexe dans les contrats réalisés dans les modes classiques. On a tendance à laisser aller, puis on verra, on en reparlera plus tard. On réglera ça tantôt. Réglons ça tout de suite. Beaucoup de la collaboration implique plus de communication, puis d'un point de vue légal, avec les différents paliers que vous nommiez, là, moi, j'entends très peu d'implication d'avocats. On nomme des experts, on favorise la conversation, on favorise de trouver un terrain d'entente. Et de toute façon, on le rappelle, hein, tout le monde est dans un même bateau, partie prenante dans le projet, chose qui est très différente de la réalité contractuelle classique où est-ce que c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Ça m'amène, je réalise que dans l'avènement de ces nouveaux modes-là, ce qui semble freiner les moyennes entreprises ou les dirigeants d'entreprises à participer, c'est peut-être la crainte de comment amorcer un genre de processus comme ça, puis comment mettre en place un contrat en mode collaboratif en tant que dirigeant d'entreprise sans compromettre nos opérations. Il y a peut-être un petit élément de peur face à ces nouveaux modes-là. Si tu pouvais t'adresser aux dirigeants de moyennes entreprises, que ce soit des cabinets d'architecture qui souhaitent peut-être explorer les modes collaboratifs, des entrepreneurs généraux, mais qui craignent certains des éléments peut-être de travailler à livre ouvert, ça peut être intimidant, peut-être de mettre en place le cadre légal avec tous les parties prenantes. Si tu avais des conseils pour eux en ce sens-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'il y a vraiment, ça devrait au contraire être plus rassurant qu'inquiétant. Parce qu'on change de paradigme complètement. On passe d'une logique où on doit respecter strictement puis protéger strictement ses droits. Strictement ses droits et s'assurer de ne pas se faire fourrer, s'assurer de ne pas se faire avoir, puis s'assurer que je vais être protégé. Puis si je fais ça, est-ce que je me nuis? On abandonne complètement cette logique-là. On dit, voici, regarde, on se dit tout, on se raconte tout, on se raconte tout et on fait ça. Livre, ouais. C'est fini l'époque où on prenait des gambles de dire, tiens, je vais soumissionner plus bas, mais je vais essayer de me refaire pendant l'exécution du contrat. Il faut abandonner cette logique-là, au contraire, et se rendre compte qu'il y a un élément fondamental que peu de gens intègrent pour l'instant, que c'est des contrats qu'on réalise à coût majoré. Donc, quand vous embarquez là-dedans, vous allez être payé. Différent, pas différent, chicane, pas chicane, peu importe ce qui arrive, si ça se complexifie, vous allez être payé. Peut-être pas, votre profit va peut-être être à risque, à certains points, mais jamais vous vous retrouvez dans la situation où, où vous êtes rentré le doigt dans l'œil jusqu'au coude et vous êtes trompé complètement, vous avez sous-estimé une job par 30%. Là, oui, ça, ça c'est peut pas être... juste ton profit que tu perds, là. C'est toute ta job, tu risques d'y perdre ta chemise, de risquer l'entreprise au complet. Ça ne peut pas arriver. Et tout ça se fait dans une optique où, là, ce qui est drôle, c'est que je pense que si conceptuellement tout le monde se mettait dans cet état d'esprit, c'est-à-dire dans le fond, là, quand un projet arrive, on le sait tous instinctivement, intuitivement, ce qui devrait être fait. Quand on voit que quand quelque chose s'est produit,
on sait tous qu'on devrait dire, on devrait lever la main et dire, oh, je suis en retard, là, ça ne marche pas. On s'est mal coordonné là, entre les disciplines, là, on n'arrivera pas, on va être en retard d'un mois. Puis pouvez-vous nous aider? Non, on ne dit rien, on laisse aller, parce que sinon, si on dit qu'on est en retard d'un mois, c'est notre faute. C'est nous qui devons assumer les frais, on va assumer les retards pour là. Oui. Non, on le fait parce que chacun protège ses intérêts. Or, ici, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Vous allez payer parce que ça va coûter plus pour le faire en retard. Puis au contraire, si vous l'annoncez tout de suite, on peut s'adapter, puis on peut ajuster, puis tout le monde peut s'ajuster. Mm-hmm. Et donc, on le fait, la réalisation du projet surpasse surpasse les intérêts de tous. Puis oui, il faut concéder que peut-être que, même si votre conception est à temps, l'entrepreneur va être en retard, puis en bout de ligne, le projet va peut-être être livré un peu plus tard, puis chacun va peut-être perdre un peu de son profit. Mais c'est un peu le prix à payer pour le fait que vous savez que si vous êtes en retard, vous posez un retard à l'entrepreneur, ben lui, il va y perdre aussi. Et tout le monde, il gagne, on fait des choses ensemble. Quant à les structures contractuelles, il y a déjà quelques gabarits de contrats qui existent. Le fameux CCDC 30. Je n'aime pas beaucoup les CCDC. Confession, je ne les aime pas. Je trouve qu'ils sont. C'est difficile à gérer parce qu'on finit toujours par les amender, puis on se retrouve avec un contrat de base, des conditions supplémentaires qu'il faut lire en parallèle, on ne les harmonise pas, c'est pas très bien, mais il commence à y avoir quelques contrats, puis on est en développer un de notre côté aussi. Les principes contractuels, ils sont établis, ils sont connus, il y a des mécanismes, c'est en train de se développer, ils développent une série de précédents qui vont pouvoir être appliqués et on voit comment ça se produit. Donc, contractuellement, ce n'est pas si compliqué. Il y a plusieurs processus de sélection qui sont en train d'être mis en œuvre maintenant. On est capable de procéder à la sélection. Il y a toutes sortes de façons d'évaluer qui seraient les meilleurs candidats pour faire ça. Donc, l'expertise, elle est là, elle existe. On est capable de les mettre en œuvre déjà. C'est vraiment une question de s'adapter plus à la culture, de commencer à penser, à changer sa façon de penser, de dire non, on n'est pas là pour se confronter et essayer de trouver c'est de la faute à qui, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on peut tout réaliser ça ensemble. Puis j'aime bien, revenir de la réflexion, je me fais souvent, c'est celle-là, on le sait tous, dans le fond. Intuitivement, là, si on se fiait, si on n'avait pas à défendre nos intérêts corporatifs propres, on sait tous ce qui serait la meilleure solution. Et c'est juste en changeant un peu notre attitude, en appliquant d'office la solution qu'on sait être la bonne, on va arriver toujours à de meilleurs projets comme ça. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou de se préoccuper de ça, parce que sur le plan financier, ça élimine énormément du risque. C'est ce qu'on souhaite habituellement, faire des projets sans risque. Et là, c'est ce qu'on fait. On diminue le risque, puis ceux qui restent, on les partage. Plutôt que de les assumer seuls, chacun des parties, tenter de tous les transférer, de tous les assumer, on les partage tous ensemble, on les estime et quantifie ensemble. La collaboration est vraiment permet énormément de choses et peut facilite et diminue les risques pour tous. Donc, c'est très intéressant. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut qu'être bénéfique. Oui, puis du point de vue du risque, ça nous ramène à l'élément budget plutôt que de protéger son prix puis de prévoir un facteur un élément de buffer. Contingence, buffer, exact. Qui fait gonfler le prix artificiellement, mais puisqu'on travaille à livre ouvert, ce registre de risques-là est entendu, puis les risques sont quantifiés de façon ouverte, de sorte à ce que le prix global soit entendu en toute considération des risques ou fluctuations potentielles. Il y a même des endroits d'expérience, je pense, qui sont prévus là, pour des risques inconnus ou des facteurs inconnus, dépendant de l'envergure du projet. Absolument. Ça s'est vu, en effet, de dire, bon, écoute, on est conscient, on a pensé à peu près tout, mais on va l'oublier. C'est certain qu'on va l'oublier. Oui. Donc, on rajoute quand même une petite réserve pour ça. Et c'est précisément ces réserves-là, quand elles ne sont pas, finissent par ne pas être utilisées ou ces risques-là ne se produisent pas. C'est surtout là-dessus qu'on va jouer sur les économies. Les économies vont principalement se réaliser là. Habituellement, l'estimation de coût, tout le monde est assez juste là-dessus. C'est dans l'estimation des risques qu'il peut y avoir un peu de surestimation, peut-être, ou avec un peu de chance, on a bien géré les risques qui ne se sont pas réalisés. Et donc, on a un montant qui est prévu au coût cible qui n'est pas dépensé. Si les coûts réels, donc nos coûts réels risquent d'être inférieurs au coût cible, et donc partage de ces risques-là qui ne sont pas matérialisés, ce qui est parfaitement courant, au lieu que ce soit l'entrepreneur qui en a mis de trop puis qui l'empoche au complet, ce qui est
pas particulièrement juste pour le donneur d'ouvrage. Ben, à l'inverse, le donneur d'ouvrage partage, il le récupère, au lieu de le récupérer en entier, on prend quand même la peine d'en partager une part avec les parties prenantes. Voilà. C'est passionnant, puis je vois le temps qui file, tu sais, puis on pourrait parler vraiment longtemps de tout ça. Je me permets une dernière question qui brûle peut-être sur les lèvres des gestionnaires là, qui contemplent des modes collaboratifs. Peux-tu expliquer de ton côté légal comment est structuré le volet assurance dans le cadre d'un projet où est-ce que tout le monde est partie prenante puis tout le monde renonce à se poursuivre? Oui, écoute, les assurances, c'est assez particulier. J'ai eu le débat même pendant un bout de temps avec plusieurs personnes à se demander est-ce que ça valait même la peine de prendre des assurances? On s'est posé cette question-là. Idem pour On est ailleurs. Idem des cautionnements. Est-ce que ça vaut la peine de prendre des cautionnements? Est-ce que c'est cohérent de prendre un cautionnement d'exécution? Puisqu'on n'est à peu près jamais en défaut dans ces contrats-là. Puis tout le système des cautionnements est fondé là-dessus. Le cautionnement, c'est que une caution vient exécuter ton obligation quand tu fais défaut de l'exécuter. Ici, être en défaut d'exécuter son obligation, c'est rarissime dans un contrat relationnel. Quelqu'un est en retard, on ne le met pas dehors. C'est entendu, c'est encore pas grave, continue, puis on paye, puis on verra plus tard quelles conséquences ça a sur le projet. Donc, les cautionnements, c'est déjà particulier. Les assurances, on peut aussi le voir de la même façon. Qui est-ce qui subit le risque? Qui sont les assurés dans ce cas-là? Parce que c'est le projet et autres. Conceptuellement, on en vient à se dire que c'est dans l'intérêt du projet. C'est comme ça vraiment que les assurances doivent être vues. C'est pour l'intérêt du projet, qui devrait être assuré, qu'est-ce que les assurances peuvent nous apporter. Parce que là, évidemment, le donneur d'ouvrage les paye, les assurances, mais à quel bénéfice? On ne va pas protéger les responsabilités. Il faut trouver les éléments qui viennent vraiment favorisent le projet, c'est-à-dire au quotidien. On a fait qu'il y a un dommage au bien du projet, si par exemple la réalisation d'une grue qui tombe, casse un paquet de choses. Oui. OK, soit que le donneur d'ouvrage paye comme un épais, c'est pas tellement une bonne idée. Si on prend une assurance pour ça, mais ouf, on va diminuer le risque pour tous. On va construire ça, puis un assureur va venir nous aider. Dans ce contexte-là, on voit que c'est utile de s'assurer. Mais donc, les assurances restent pertinentes dans ce contexte-là, mais il faut les repenser pour se demander toujours vraiment est-ce que c'est au bénéfice du projet, pas autant au bénéfice d'une ou l'autre des parties. Voir est-ce que ça vaut la peine, quelle est la nature du risque, quelle est la véritable probabilité d'occurrence, est-ce que le prix payé pour acquérir une assurance en vaut les bénéfices qu'elle va emporter. Parce que même pour un entreprise, par exemple, les assurances pour les concepteurs, dans les circonstances, il faut se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce qu'il y a un grand risque qu'ils fassent une grosse erreur. S'ils font une grosse erreur, est-ce que les coûts à encourir seraient vraiment largement supérieurs ou très important, est-ce que ça dépasserait beaucoup le prix? Quel est le véritable bénéfice pour tous de payer une prime importante là-dessus? Et trouver les montants, tout ça est ajusté, doit être repensé dans un contexte où il y a peu de défauts qui sont imputés à l'une ou l'autre des parties. Mais autres, donc, la réflexion n'est pas complétée encore sur les assurances. Et comme pour les cautionnements, comme je dis, j'ai eu à réfléchir beaucoup là-dessus. On a choisi de les laisser en place parce que les gens n'étaient pas prêts à, mais je pense que la réflexion va devoir venir. En même temps, est-ce que c'est toujours pertinent comme instrument dans le contexte des contrats collaboratifs? Le seul bénéfice qu'on y voyait, c'est en cas de faillite, évidemment. Ça, la faillite, c'est en 20 ans, tu es content qu'une caution vienne intervenir là-dedans, mais c'est à peu près le seul risque important qui reste. Puis c'est un risque qui peut se matérialiser dans n'importe quel type de formule contractuelle. Une faillite, c'est malheureux, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'en est-il, tu as fait référence au concepteur, qu'en est-il de l'assurance professionnelle? Là, j'entends qu'au niveau assurance pour le projet, c'est vraiment présentement du cas par cas, d'évaluer un petit peu le coût et le bénéfice. Au niveau assurance professionnelle, si on pense aux architectes, aux ingénieurs, comment est-ce que c'est interprété tout ça présentement dans un contrat collaboratif? Il y a une espèce de débat un peu ésotérique à savoir si, notamment auprès des architectes, pardon, qui, dans le code de déontologie, il est prévu qu'ils ne peuvent pas limiter d'aucune façon leur responsabilité. Et là, la question va devenir de savoir est-ce que le fait qu'on renonce à se poursuivre ici équivaut vraiment à une renonciation à leur responsabilité. Est-ce que c'est vraiment une limitation de leur responsabilité?
je sais pas. It's up for debate, comme disent les Anglais. Les architectes, ils trouvent une façon de s'opposer dans des discussions passées. Je ne sais pas précisément comment ça a évolué. C'est moi plus récent, je peux vous dire, dans la dernière année, on ne peut pas embarquer dans des contrats collaboratifs comme ça, parce que déontologiquement, on ne peut pas. Je ne suis pas certain que l'argument tienne la route tant que ça, parce qu'en bout de ligne, ça vise surtout ça à s'assurer qu'ils ne limitent pas leurs responsabilités, notamment pour la perte de l'ouvrage. C'est leur responsabilité principale là, au sens du Code civil du Québec qui impose que, en cas de perte de l'ouvrage, toutes les parties, les architectes, les ingénieurs et l'entrepreneur sont solidairement responsables auprès du donneur d'ouvrage de la perte de cet ouvrage-là. Oui. Ils peuvent se battre entre eux après ça pour savoir si c'est la responsabilité de qui. Mais tout ce régime-là, on le considère juridiquement d'ordre public. C'est-à-dire que les dispositions d'ordre public, ce que ça veut dire, c'est que les parties ne peuvent pas y renoncer. Ce qui n'est pas d'ordre public, il y a toutes sortes de règles imposées dans le Code civil où les parties peuvent choisir, même si un article du Code civil dit quelque chose, de dire, tiens, nous, on n'applique pas cette règle-là entre nous. Les seules dispositions qu'on ne peut pas exclure comme ça sont celles qui sont dites d'ordre public. Et les dispositions sur la perte de l'ouvrage, comme ça, la garantie contre la perte d'ouvrage, qui est 5 ans après la réception de l'ouvrage, elles sont d'ordre public. Donc, on ne peut pas y renoncer. À mon sens, l'essentiel de la responsabilité des architectes, il est là. On ne peut pas limiter cette responsabilité-là d'aucune façon. C'est d'ordre public. C'est là. Donc, conceptuellement, à mon sens, c'est là. Pour l'assurance professionnelle, c'est surtout pour couvrir ces éléments-là que ça jouerait. Parce que sinon, on peut toujours aménager ça dans le contrat, mais conceptuellement, si on renonce à se poursuivre, puis qu'on accepte que, de part et d'autre qu'on va faire des erreurs, puis qu'on va devoir recommencer des choses, la responsabilité professionnelle n'intervient pas là-dedans. Il n'y aurait pas nécessairement lieu de prendre une assurance responsabilité professionnelle. Ça va mériter plus de discussion et d'être approfondi un peu plus avec à la fois des juristes et des spécialistes en assurance pour l'analyser comme il faut, là, mais ce sont des petits points, en effet, qui sont à clarifier et à organiser, mais conceptuellement, je ne vois pas d'empêchement de ce côté. Est-ce que les architectes et les ingénieurs participent et s'impliquent pleinement dans des projets collaboratifs? C'est fort intéressant, puis on voit qu'il reste du travail à faire, mais qu'on est sur une voie qui est plutôt favorable de tout ce qu'on entend puis ce qu'on discute depuis le début de notre conversation. C'est malheureusement tout le temps dont on dispose aujourd'hui, mais je suis certaine, je comprends tout à fait pourquoi les donneurs d'ouvrages puis différents équipiers souhaitent se faire accompagner par des gens comme toi. Je te remercie infiniment du partage généreux aujourd'hui, puis je suis certaine que tu auras peut-être des petits courriels adressés à toi là, suite à notre conversation. Donc, bien ouvert, très intéressé à travailler sur ces projets-là, la mise en œuvre qu'on a commencé à faire dans le cadre du projet du Parc olympique, le remplacement du stade, est fascinante, puis j'ai hâte de pouvoir, en effet, réaliser ça, que ce soit dans le privé ou dans le public, véritablement de prendre du point de départ et de l'appliquer comme il faut dans le bon contexte. C'est très, très, très prometteur. Et même, on le voit dans la réalisation du projet Parc olympique, là, je l'ai suivi pendant un certain temps. Tout le monde y voyait d'excellents résultats. L'attitude changeait, ça prend un certain temps, c'était le tout premier, là, mais on voit l'évolution des gens, les mœurs changent, les attitudes changent, et ça apporte d'excellents bénéfices. Je vous remercie de m'avoir permis d'échanger avec vous. C'était très intéressant. Merci, Andréane. Tu as bien mené cette conversation. C'était très fun. Merci à nos auditeurs, auditrices. Puis on se dit à la prochaine émission. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Antoine. Au revoir.